On a fait un exercice de projection qui est toujours vraiment très intéressant à faire, mais qui ne présente au final que nos constats et nos convictions personnelles. On n'est pas des devins, on n'a pas la capacité à se projeter dans l'avenir, donc il n'y a pas de vérité absolue. Et donc tout ce qu'on va vous présenter là est juste une somme d'éléments en fait, qui doit permettre en fait, de susciter l'échange et les réactions. Et évidemment, c'est contestable, tout ce qu'on va vous dire, chacun peut avoir son avis de l'avenir par rapport à ses propres constats et par rapport à son écosystème. On a trouvé intéressant le discours de Christine Lagarde, en tant que responsable de la Banque centrale, à la suite, au 4 juillet, donc c'était vraiment très récent, a évoqué cette crise et elle l'évoque dans un discours assez positif, finalement, en disant que les crises sont génératrices de changements. À nous d'en faire le scénario le mieux pour nous, pour l'humanité. Mais de toute façon, ces crises actuelles génèrent une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle redessine finalement les enjeux, le contexte dans lequel on est positionné et qui du coup réinterroge un certain nombre d'axes, de vecteurs qui sont nécessaires à l'évolution de notre économie et à l'évolution de nos métiers au sein des différentes entreprises. Il y a une dynamique, une relation tripartite qui évolue entre le client, les intermédiaires au sens large du terme et les fournisseurs de services. C'est aussi vrai dans le domaine bancaire que dans tous les domaines de la société. Ce triptyque-là, il a toujours existé, mais les crises le font à chaque fois évoluer dans un sens ou dans un autre. On parle aujourd'hui de plateformes, on parle d'évolution avec l'ubérisation. C'est des sujets qui sont au cœur aujourd'hui de la transformation des forces en présence entre les différents acteurs. Et pour nous, ça se traduit sur 3 vecteurs de changement importants. Alors, je commencerai par celui de la quête du sens. C'est un vrai vecteur aujourd'hui, aussi bien pour les collaborateurs que pour les clients. Il y a besoin, et on le ressent aussi dans la communication, d'adhérer, de mettre en adéquation l'intime des valeurs et ce que représente une marque, un produit, etc. Cette quête de sens, elle est commune et elle est partagée parce que finalement, le collaborateur est aussi un client, le client est aussi un collaborateur. Ce travail va dans les 2 sens. Une autre valeur, un autre vecteur de changement, c'est ce qu'on appelle la valeur consommateur. On cherche des produits de qualité, on cherche quelque chose qui nous corresponde et dans lequel on se projette pour finalement être aussi comme une forme de reconnaissance vis-à-vis de ce que l'on consomme. Et ça se traduit par ce qui est de l'autre côté, sur 2 grands volets qui nous paraissent vraiment nouveaux, enfin nouveaux dans le sens où ça émerge ce côté émotionnel. On parle aussi de l'intelligence émotionnelle, c'était un des sujets qui finalement était moins présent jusqu'à présent. Et du coup, ça se traduit aussi par l'émotion que le produit, on cherche à ressentir une émotion quand on achète quelque chose au contact du produit, au contact du service. C'est les jeunes générations, peut-être encore plus que les anciennes, sont drivées par cette émotion. Et la conscience du produit est aussi un autre sujet, alors qui est lié plus à la crise écologique, à la crise environnementale. On s'interroge sur le produit qu'on achète, on veut savoir comment il a été fabriqué, d'où il vient, est-ce qu'il respecte un certain nombre de règles. Je voulais juste citer un exemple qui me paraît quand même assez important. C'est l'initiative qu'aujourd'hui a eue Danone, quand même groupe du CAC 40,
qui a changé son statut, passant d'une entreprise à société anonyme classique à ce qu'on appelle aujourd'hui les entreprises à mission. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces nouvelles types d'entreprises qui sont récentes, et Danone n'est pas la seule. Ça fait quelques mois, voire années, que c'est des signaux qui sont présents, mais qu'un grand groupe du CAC 40 annonce de passer et de voter au niveau de son COMEX, de passer en entreprise à mission, c'est symptomatique aussi, on pense que c'est symptomatique d'un changement. On a traduit ces changements autour de 3 orientations technologiques. L'écologie d'abord, donc François en a parlé, donc il y a quand même une prise de conscience globale les ressources ne sont pas illimitées, il y a un moment il va falloir quand même faire un peu attention. Donc il y a une prise en considération de ces aspects-là. La volonté donc d'aller vers un monde soutenable, c'est-à-dire où on arrive à... En fait, on essaye de maîtriser en fait, la gestion de nos ressources, d'aller vers quelque chose d'éco-responsable, donc prendre encore une fois en considération le fait que toutes nos interventions quotidiennes peuvent avoir un impact plus ou moins important sur notre planète et sur notre écosystème. Donc ça, c'est le premier pilier, en fait, l'écologie. Le deuxième, c'est la digitalisation. Alors, évidemment, pour permettre la mobilité. Alors, on l'a vu avec la crise du Covid, quelque chose d'assez énorme, en fait, qui a été possible, alors, au sein des caisses régionales notamment, avec une poursuite et une continuité de service, en fait, vis-à-vis de la clientèle, à travers, effectivement, la capacité de pouvoir travailler en mobilité. Et puis la digitalisation pour faciliter les échanges à distance, évidemment, donc pour nos clients, la capacité de leur proposer du self-care aussi. Donc ça, c'est le deuxième pilier qui nous paraît important. Et puis le troisième, alors ça avait fait l'objet déjà de présentations lors de notre dernier échange le 1er juillet, mais autour de la robotisation, l'automatisation, la capacité qu'on a à effectivement essayer de gagner du temps sur des tâches à peu de valeur ajoutée pour effectivement essayer d'en gratter d'essayer d'obtenir plus de temps pour faire des choses en fait avec une valeur ajoutée plus importante. Déjà sur la partie écologie, on a voulu prendre deux exemples en particulier. Donc, le premier autour du Green IT et de l'éco-conception, le deuxième autour du Edge Computing. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit évidemment. Vous avez les définitions, c'est pareil. Pour chacun des éléments, on peut trouver 45 définitions différentes. Donc on a fait des choix sur les définitions et on pourrait aussi dire qu'elles sont discutables. Mais en tout cas, ce qui nous semble important sur cette partie Green IT et éco-conception, c'est on a une responsabilité, nous, entreprises et entreprises numériques aujourd'hui, sur ces éléments-là, c'est-à-dire dans la manière qu'on a de consommer les infrastructures et puis sur la manière qu'on a de développer nos propres applications, qu'elles soient à destination de nos collaborateurs ou à destination de nos clients finaux. Et donc, il y a des principes aujourd'hui, il y a des bonnes pratiques qui commencent à voir le jour et qui sont intéressantes, alors dans un premier temps à tester, et c'est ce qu'on est en train de faire, et notamment autour de l'éco-conception. Je vais vous prendre juste deux petits exemples. Alors, un truc qu'on a appelé EcoPrint, on a essayé de développer quelque chose qui existe sur le marché, mais qu'on a voulu développer en interne, c'est comment je sécurise les impressions, par exemple pour les collaborateurs, et donc comment je peux déclencher une impression sur une imprimante virtuelle et diriger cette impression sur l'imprimante vers laquelle je me dirige. Alors en scannant un QR code sur la machine, donc l'impression va arriver sur l'imprimante sur laquelle je suis. Ça existe, mais on voulait le développer en interne, et on voulait le développer alors, sur la base d'éco-conception, c'est-à-dire en réfléchissant sur comment je vais limiter en fait, mon développement au strict minimum par rapport aux besoins réels de fonctionnalité. C'est-à-dire en essayant
d'être frugal, comme on dit, et frugal aussi au regard de tout ce qui est autour du green, autour de la consommation de ressources. Donc on a développé cette petite application en test, hein, on est toujours sur le sujet côté CATS. Voilà, et je voulais prendre un deuxième exemple, c'est une expérimentation qu'on a en cours aujourd'hui dans le cadre de notre processus CRTON, une expérimentation avec la caisse Anjouenne, sur laquelle on va développer un compagnon pour les collaborateurs. Donc c'est l'idée de départ de la caisse régionale, et donc on est en train de développer une application. Et là c'est pareil, on essaye d'y appliquer les principes d'éco-conception, et en fait c'est assez intéressant de voir les réactions, parce que là, dans la réflexion sur les usages et sur les besoins, en fait on sélectionne et on s'interroge tout le temps sur est-ce que ce besoin-là, au regard de ce qui pourrait être consommateur de ressources au sein de notre écosystème, est-ce que ce besoin est réellement justifié? Et on a fait l'exercice, et c'est assez marrant parce qu'avec les équipes et avec les gens du métier, en fait, ça passe plutôt bien. C'est-à-dire que les gens prennent assez vite conscience que ce qu'ils demandent, en fait, peut avoir un effet assez sensible et voire démesuré sur notre environnement, et du coup, être en capacité de se dire « non, mais au final, on va abandonner ce besoin ». Ou en tout cas, on va le travailler différemment. Le deuxième volet sur le edge computing. Alors le edge computing, en fait, c'est comment je vais rapprocher les traitements que j'ai à faire sur des informations au plus près de là où je les capte. Donc l'exemple type, hein, c'est aujourd'hui, si je mets une caméra dans cette pièce et que je veux faire traiter les images que je prends, j'ai deux solutions. Soit je vais passer par le réseau et je vais aller quelque part dans le monde, dans un data center, faire ces traitements sur un serveur, donc une infrastructure distante. Soit je vais avoir la capacité de rapprocher le traitement et potentiellement de le mettre directement dans la caméra. Et du coup, je vais traiter l'image au plus près et je n'enverrai dans le réseau et sur les infrastructures que le résultat de l'analyse que j'aurais faite de ces images plutôt que d'envoyer le flux d'images. Ça peut diviser par 100, par 1000, en fait, les flux. Et du coup, je garde en fait, le traitement au plus près et potentiellement, alors on pourra en parler aussi rapidement, sur des problématiques réglementaires, par exemple alors autour des images très clairement, le fait de pouvoir les traiter en local et d'assurer qu'elles ne vont pas partir sur un cloud ou à distance, en fait, peut permettre de répondre à un certain nombre de réglementations. Donc ça, c'est le principe du edge computing. Ça tire aussi le sujet de l'IoT, de l'Internet des objets, où là, vous en avez forcément entendu parler parce que c'est dans notre quotidien, alors on ne l'appelle pas forcément comme ça, mais vous avez forcément des exemples, des capteurs ou des objets qui sont devenus connectés. Alors il y a eu des exemples célèbres avec le frigo connecté, donc quand je termine le dernier yaourt, en fait, ça me met une alerte en disant qu'il va falloir que je rachète des yaourts. Bon. Donc c'est la capacité de rendre nos objets connectés et en capacité, du coup, de les faire réagir, en tout cas par rapport à un certain nombre de règles qu'on leur a implémentées. Quand on couple ces objets connectés avec ce que j'expliquais sur le edge computing, en fait, on est en capacité en fait, d'accéder à des services de façon un peu plus raisonnée. Je vais prendre juste un exemple sur lequel on travaille aussi à Montpellier, côté CATS. Dans le cadre de la crise sanitaire, en fait, il y a des espaces, des cowork, hein, enfin des espaces de coworking, dans lesquels il a fallu limiter le nombre de personnes pour les raisons sanitaires. Et donc, on est en train de tester en fait, une caméra qui analyse en temps réel et qui est capable en fait, de dénombrer les personnes dans l'espace. Et du coup, là, c'est pareil, le traitement se fait bien en local, donc au niveau de la caméra. Ce qui est envoyé, c'est juste le nombre de personnes, et du coup, le nombre de personnes qu'on peut facilement afficher à l'entrée de la salle pour dire, en ce moment, il y a 15 personnes, la limite est à 12, donc voilà, on est déjà en surnombre. La 5G, donc l'arrivée de la 5G, en fait, permettrait, en fait, et peut permettre de réaliser ce type d'économie sur le déploiement de la fibre, parce qu'on va avoir effectivement une technologie à notre disposition
qui va nous amener de la capacité, qui va nous amener une très faible latence. Alors je vais pas ouvrir le débat, hein. C'est dangereux, c'est pas dangereux, c'est pas économe, c'est économe. Vous avez entendu un peu tout ça dans les médias. Ça arrive, il faut le savoir, et on va avoir du mal à ne pas y aller au regard de tout ce qui se passe déjà autour de nous. C'est-à-dire, on va avoir du mal à rester le dernier à ne pas être passé en 5G, alors que le monde entier travaillera avec la 5G. Donc ces aspects autour des réseaux, c'est super important parce que tout aujourd'hui va fonctionner grâce à ça. Et donc il faut qu'on reste assez vigilant. Et de notre point de vue, il y a encore des marges de progrès autour de ça. Le deuxième point, c'est autour de la data. Donc là, je ne vais pas trop détailler. La data, en fait, vous en entendez parler tout le temps. C'est aujourd'hui une base obligatoire sur un certain nombre de traitements autour notamment de l'intelligence artificielle. C'est la collecte des données qui va permettre de bâtir des modèles, enfin d'analyser et de prévoir un certain nombre de choses. Donc, il y a des exemples, alors vous avez peut-être entendu parler des exemples dans le médical avec la question qu'on peut se poser sur les radiologues hein, et l'avenir des radiologues, puisque en fait aujourd'hui, l'analyse des radios sur des millions de clichés en fait, permet d'élaborer des modèles qui sont capables d'analyser des radios et qui voient des choses que l'œil humain n'arrive pas à voir. Donc il y a ces aspects-là. Et puis alors, à notre plus petit niveau, on a une expérience aussi par rapport Nathalie parlait tout à l'heure du métabot César. La collecte des données sur la manière dont les collaborateurs utilisent le métabot et nous a montré, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, ce n'était pas quelque chose qu'on pensait en tirer, mais en fait ça montre des éléments importants côté RH par exemple sur les besoins en formation des collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, en analysant les questions qui sont posées par un tel ou un tel, on est capable de se dire il y a des pans peut-être sur lesquels on n'a pas assez insisté et sur lesquels il va falloir qu'on insiste. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait imaginé au départ. Et en collectant la donnée, on s'est rendu compte que, en fait, on avait des choses qui apparaissaient qui étaient vraiment intéressantes. Le cloud, il faut le voir comme le point de passage obligatoire pour de la collaboration. C'est-à-dire que si demain, je veux pouvoir travailler avec telle ou telle entreprise et on n'est pas sur le même réseau d'entreprises, on n'est pas sur le même cœur de réseau, il va falloir que je passe par un système tiers pour pouvoir aller être à la rencontre en fait, et au partage des éléments que je veux partager avec des personnes d'autres entreprises. Les exemples qu'on peut avoir, c'est on est en train de faire un test sur des réunions en réalité virtuelle. Donc là, pour le coup, alors c'est un peu... Là, on met un casque, hein, donc c'est un peu bizarre, mais là, tout le monde a son casque. Et en fait, on participe à une réunion et on est dans une salle virtuelle et on se voit et on voit les autres participants. Donc il y a des mouvements des mains qui se voient, les mouvements du visage. Et donc on est en train de faire ces tests-là. Ces tests-là, ils sont intéressants dès lors qu'on peut partager, par exemple avec les équipes de Suricat, qui ne sont pas sur le réseau Crédit Agricole. Si je veux faire une réunion avec François qui est à Toulouse à distance, il va falloir que je passe par un système en dehors de mon propre système Crédit Agricole. Le cloud est indispensable pour ça. Donc il y a cet aspect-là, et il y a le deuxième aspect qui est quand même super important aussi, c'est le cloud, c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle du on-demand. C'est-à-dire, j'adapte la consommation, j'adapte précisément les infrastructures, et je les mets en face d'un besoin réel. C'est-à-dire, je peux dimensionner 230 serveurs en disant le max de ma consommation nécessitera 230 serveurs. Je les installe dans mon data center et j'ai 230 serveurs qui, tous les matins, sont on, consomment de l'énergie, produisent de la chaleur, il faut les refroidir, enfin voilà. Le principe du cloud, c'est en fait, si à un instant T, j'ai besoin de 45 serveurs, ben, j'en ai que 45 de démarrer. Si la consommation augmente et que j'en ai besoin de 5 de plus, je vais les démarrer 5 de plus. Donc je vais vraiment être au plus près des besoins. Et ça, c'est de notre point de vue intéressant aussi vis-à-vis de la partie Green IT. À quand un cloud français ou européen et à quand des données protégées?
Enfin, quand je dis protégés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas enregistrés et utilisables à d'autres fins, à d'autres finalités que ce pourquoi elles ont été récoltées. Donc la RPA, comment j'automatise des processus qui sont aujourd'hui faits par des humains, et comment demain, en fait, c'est un robot qui fait les mêmes gestes que l'humain, en fait. Je vais cliquer sur telle zone, je vais renseigner telle zone. Donc avec des choses qui sont en place et qui ont été présentées, je ne vais pas y revenir. Et puis alors l'IA, donc là c'est pareil, hein, en termes de définition, on pourrait nous dire c'est pas la bonne définition, c'en est une. Là sur ces aspects d'IA, il y a énormément de choses. Et l'IA, ce n'est pas quelque chose d'unique. C'est plein de branches différentes. Il y a de l'analyse sémantique, il y a ce qu'on appelle du computer vision, c'est-à-dire de l'analyse d'images. Il y a pas mal de spécialités, en fait, et pas quelque chose de monolithique. Donc, on a quelques exemples, là, je vais juste en citer un ou deux, mais sur lesquels on travaille. Par exemple, sur la partie voix CA, hein, les comptes rendus qui sont formalisés en fait, à la voix par les conseillers, hein, suite aux entretiens clients. Et donc, l'idée d'analyser ces comptes rendus pour pouvoir en sortir en fait, des opportunités commerciales, ou en tout cas matérialiser des actions pour les conseillers. Donc ça s'appuie effectivement sur l'intelligence artificielle, sur des modèles d'analyse sémantique, hein, de compréhension de langage. Donc voilà, c'est un exemple parmi plein d'autres en fait, sur lesquels on peut travailler. Si demain en fait, on met en place un modèle d'intelligence artificielle qui s'appuie sur des réseaux de neurones pour définir que tel client a le droit à un taux de 1,2% pour son crédit habitat et l'autre il a le droit à un taux à 1,4%, on peut avoir rapidement des difficultés pour expliquer pourquoi le modèle a sorti 1,2 pour tel client et 1,4 pour tel autre. Ce n'est pas comme un moteur de règles. Quand on établit un moteur de règles, il y a des conditions, on les connaît. C'est si c'est ça, je vais à droite, sinon je vais à gauche, et je descends comme ça dans mes règles, et donc je sais pourquoi à la fin j'arrive à 1,2 ou 1,4. Quand je balance des éléments d'un client dans un modèle d'intelligence artificielle à travers des réseaux de neurones, l'intelligence artificielle, ce sont des modèles probabilistes. On travaille sur des probabilités. Et donc, en fait, je vais avoir du mal à expliquer au client pourquoi je lui propose 1,4 alors que j'ai proposé à son voisin 1,2. C'est des sujets sur lesquels on travaille, on commence à travailler, ce qu'on appelle des problématiques d'explicabilité, en fait, hein, des modèles, sur lesquels il va falloir effectivement qu'on arrive à trouver des explications claires à pouvoir fournir et à pouvoir opposer, en fait, à des gens avec qui en tout cas pour qui on a utilisé de l'intelligence artificielle. Alors on a voulu conclure un petit peu en ouverture. Alors je pense que vous l'avez bien compris, pour nous la technologie, il y a en elle ni bien ni mal. Il y a la manière dont on va les utiliser et les imbriquer les unes dans les autres. On est certain d'une chose, c'est que on est devant des chaos qui ont eu lieu, des chaos qui risquent d'arriver, et il faut trouver un nouveau point d'équilibre. Je prends juste l'exemple du réseau, parce que Dominique a parlé de la 5G qui fait débat aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y balance dans ces réseaux, pourquoi on les utilise? C'est plus cette question qu'il faut se poser que l'infrastructure en elle-même. On sait aujourd'hui, par des statistiques, l'usage du réseau, et on appelle ça l'infobésité, c'est un terme qui sort. Beaucoup d'usages n'ont que peu d'intérêt. 70% du réseau est utilisé pour juste regarder des films pornographiques. Est-ce qu'on a envie de continuer à faire évoluer le réseau pour ça. Pour ça. Alors, voilà. Donc la question, pour nous, c'est l'usage, et on est dans un point de bifurcation. Les scénarios sont devant nous. Ils peuvent aller aussi bien vers quelque chose de positif que vers quelque chose de catastrophique. À nous de prendre conscience
des usages. Le hedge, tous ces sujets-là sont pertinents, mais cela dit, c'est un équilibre qu'il va falloir trouver entre le cloud, les énergies, l'écologie. C'est ce qui nous paraît le plus important, en fait, c'est ces nouveaux équilibres, en fait, qui dépendent que de nous. Quand je dis nous, hein, c'est l'humain, avec un grand H, quoi. Hein. On va toujours arriver à trouver des technologies nouvelles, des choses de plus en plus pointues, de plus en plus capables de faire des choses extraordinaires. Derrière, en fait, ces technologies, on pourra les utiliser à des fins positives ou à des fins négatives. Et il va falloir, j'allais dire, c'est à nous, c'est entre nos mains. Après, il y a un point d'équilibre. Certains pourraient dire, par exemple, les piliers tels qu'on les a présentés tout à l'heure sont en opposition. L'écologie avec la digitalisation, ou la digitalisation avec l'automatisation. Pas du tout. C'est-à-dire que de notre point de vue, par exemple, l'automatisation, la robotisation, François parlait tout à l'heure des nouveaux critères émotionnels en fait, que recherchent les gens quand ils consomment des produits ou des services. L'automatisation et la robotisation, ça doit permettre de pouvoir libérer du temps. Alors, si on regarde chez nous, côté Crédit Agricole, ça doit pouvoir libérer du temps aux collaborateurs. La capacité qu'on donne aux clients de faire du self-care, de pouvoir se débrouiller tout seul, c'est bien, parce que c'est une demande du client de pouvoir faire des choses quand il en a envie, et ça peut être le dimanche à 23h. Et là, effectivement, il vaut mieux qu'il puisse se débrouiller tout seul. Mais il faut qu'on puisse lui proposer aussi qu'à certains moments, il ait besoin d'expertise, qui était dit tout à l'heure. Je reprendrai toujours un exemple maintenant plutôt connu, puisqu'il a 3 ans, c'est la digitalisation de l'entrée en relation pour les clients personnes physiques dans le groupe Crédit Agricole. On s'attaque aujourd'hui au marché des pros, bien entendu, avec CATS. Mais on est passé quand même de 1 heure de temps administratif d'entrée en relation avec le client à, en moyenne, dans les agences, 15 minutes. Donc on a gagné 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure à quoi? À de l'entretien humain, à de l'émotion, à du partage, à faire connaître son environnement, connaître le client, mieux le connaître son territoire, connaître sa famille, etc. J'en passe. Et donc en plus de ça, à additionner un PNB, excusez-moi mais il faut en parler quand même, parce que justement comme on prend plus de temps avec le client, il est mieux conseillé, plus satisfait, et on va dire que derrière, on a effectivement un taux de multivente, on va dire comme ça, qui est à l'entrée en relation, au moment le plus important de la relation avec le client, 2 à 3 fois supérieur à ce qu'il était avant. Donc la digitalisation, et je partage totalement, c'est important, elle est là aussi pour donner ce temps, cette émotion, cette relation. Et la valeur ajoutée, elle est là aussi. Absolument. Il y a ça, et cette notion d'expertise aussi, c'est-à-dire aussi que on n'est pas qu'un vendeur de produits,